Et bonjour, ravi d'être parmi vous pour la suite de cette formation web. Alors, la dernière fois, on avait commencé par l'installation de WordPress sur un serveur et la mise en place du mode maintenance pour la suite des travaux. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu en arrière pour expliquer un certain nombre de choses avant de continuer sur la formation, si vous voulez, pratique de la chose. Donc effectivement, on avait dit que WordPress représentait un CMS, un Content Management System, qui représente un peu plus de 32% des sites web qui tournent dans le monde, tout confondu, ceux qui tournent sous un CMS et ceux, on dit ceux qui sont faits from scratch, donc c'est-à-dire qu'un développeur ou qu'une équipe de développement les a réalisés entièrement à la main. Ce qui, à mon sens, moi je le dis toujours à mes clients, sauf si vraiment il y a un besoin particulier de personnaliser le site web à ce point-là, mais c'est à mon sens réinventer la roue parce que justement on redéveloppe certaines fonctionnalités déjà existantes sur pas mal de CMS. Donc effectivement, ça représente un peu plus de 60 millions de sites internet qui tournent dans le monde. Donc vous voyez un peu que c'est énorme comme part de marché que représente WordPress. Donc ce qu'il faut justement comprendre, c'est que WordPress prend en charge directement de plus en plus d'ailleurs sur les dernières versions la gestion du responsive, encore plus si justement vous faites appel, vous achetez un thème, un template on dit déjà configuré, ou vous travaillez avec un plugin type Elementor qu'on utilise dans le cadre de cette formation. Et justement c'est quelque chose de très très important, donc on dit responsive design pour un design qui va s'adapter aussi bien aux tablettes, aux mobiles, au petit format d'écran PC ou grand format d'écran de PC pour être compatible avec tous les devices, donc tous les appareils qu'on peut utiliser pour accéder à Internet. Donc justement c'est très très important parce que depuis, je pense, depuis 2016, je pense, si je ne me trompe pas, Google va d'abord considérer la version mobile comme étant la version principale de votre site internet. Et donc pour référencement naturel, si vous n'avez pas un site responsive, donc responsive c'est un site comme ça et pas comme ça, donc on n'a pas à zoomer et dézoomer pour voir le contenu, donc c'est adapté au mobile. Si vous n'avez pas, comme je disais, si vous n'avez pas un site adapté au mobile, Google va vous pénaliser et ne va pas du tout, justement, ne va pas du tout prendre en considération et donc indexer votre site internet. Donc c'est hyper important pour le référencement naturel. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors, comme j'ai expliqué la dernière fois, comment marche WordPress. Donc WordPress dispose d'un certain nombre de fonctionnalités de base, c'est-à-dire un noyau, donc le noyau de CMS, on va voir tout à l'heure quelques exemples, et on peut ajouter d'autres fonctionnalités sous forme de plugin. On dit extension en français ou plugin en anglais. Et donc c'est un peu, si vous voulez, c'est comme si on faisait du Lego. Je le dis toujours dans mes formations. Donc on ajouterait des briques pour étendre les fonctionnalités de notre site internet. Par exemple, l'un des plugins les plus connus dans le monde, c'est WooCommerce. Donc c'est le plugin qui nous permet de gérer toute la partie e-commerce dans WordPress. Il y a plein de plugins très très célèbres que la plus grande majorité des sites web WordPress utilisent. Par exemple, pour gérer les formulaires de contact, on a Contact Form 7. Donc c'est l'un aussi des plugins les plus connus de WordPress et ainsi de suite. Donc justement, il y a un certain nombre de fonctionnalités déjà prêtes, comme je disais tout à l'heure, pas la peine de le redévelopper la chose, donc de refaire ce développement. Et la communauté, la très 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 large communauté de développeurs de WordPress va nous mettre en place des plugins soit gratuits ou payants, ou on dit en freemium, donc c'est-à-dire
avec une partie gratuite et une partie payante, comme d'ailleurs pour Elementor, des plugins assez puissants justement pour gérer plein de choses pour notre site internet. Donc, on va voir tout de suite sur l'interface de WordPress quelques fonctionnalités de base justement de WordPress. Donc, tout de suite. Alors, on retrouve notre site internet qu'on a commencé à réaliser la dernière fois. Donc, effectivement, on a un certain nombre de fonctionnalités déjà préinstallées, préconfigurées sans installer un autre plugin. Donc on a la gestion des articles, la gestion des médias, donc des photos, vidéos et ainsi de suite, la gestion des pages, la gestion des commentaires, donc tous les commentaires qu'on va recevoir sur les articles. Donc là, moi personnellement, je suis pas très, bien que ça peut être bénéfique pour le référencement naturel, je suis pas très chaud à l'idée de laisser les commentaires activés. Sauf si on va sécuriser au maximum notre site internet, parce qu'on peut être victime de hacking, donc de piratage grâce à l'outil commentaire. Donc on a toute la gestion en fait de l'apparence du site internet, la gestion des utilisateurs. Donc tout ça, c'est des choses qu'on utilise et qui viennent par défaut avec WordPress. Après, on va étendre les fonctionnalités en installant d'autres extensions à l'image de ce qu'on va faire avec Elementor. Et donc justement on va dans ces vidéos-là, on va distinguer avec ce qu'on appelle des contenus statiques et des contenus dynamiques. Vous vous rappelez sans doute des personnes qui vous parlaient à l'époque de sites web statiques et de sites web dynamiques. C'est un peu vieillot tout ça, et je pense que c'est révolu. Donc justement, en créant par exemple un site web d'entreprise, on va mettre des contenus liés à l'activité de l'entreprise, à ses métiers, et ainsi de suite. C'est des contenus qui vont pas changer donc très rapidement dans le temps, si vous voulez, et donc qui vont rester là pendant un certain moment. Et donc on dit que c'est des contenus statiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes contenus toujours dans les mêmes pages de notre site internet, et qu'on va peut-être actualiser une fois tous les 6 mois, un peu moins, un peu plus. Et voilà. Donc par contre, toute la partie articles, actualités, offres d'emploi et ainsi de suite, c'est peut-être des fonctionnalités dynamiques. Et donc justement, on peut gérer les contenus statiques et les contenus dynamiques de deux façons différentes. Justement, en général, on va venir mettre les contenus statiques directement dans les pages. Donc c'est-à-dire que je vais entrer dans la page et mettre mes contenus, donc mes articles, mes descriptions, pourquoi, par exemple, les métiers de l'entreprise et ainsi de suite. Par contre, tous les contenus dynamiques, donc qui vont évoluer à chaque fois qu'il y a du nouveau qui se passe dans notre entreprise ou dans votre entreprise, ça, on va les gérer par exemple sous forme d'articles. On peut installer d'autres extensions, d'autres plugins pour gérer par exemple les offres d'emploi et ainsi de suite. Et donc là, il suffit d'aller mettre sur les pages l'emplacement où va s'afficher nos différents articles et qui vont être actualisés. Donc ils vont être actualisés de façon automatique, rien qu'en ajoutant ici un nouveau article et en choisissant la bonne catégorie. D'accord? Donc justement, on n'aura plus besoin d'aller actualiser le contenu des pages, donc la page elle-même, mais uniquement du plugin qui gère le contenu dynamique, donc le cas échéant, l'article, donc pour gérer les actualités et les news par exemple. Donc faisons l'exercice de création d'un contenu statique, et la modification et réalisation d'une page. Donc ici, si on clique sur l'élément page du menu, donc on a un listing des pages déjà existantes, ceux que j'ai déjà créés, et en allant justement
cliquer sur modifier, on a l'éditeur classique de WordPress. Donc effectivement, c'est un éditeur qui ressemble un peu avec des fonctionnalités ressemblantes, si vous voulez, à Word, donc un éditeur classique. Et justement, on peut y mettre des textes, des titres, des blogs et ainsi de suite. Donc différents blocs, donc c'est géré en blocs ici. Donc on peut mettre en place différents types de contenu, des paragraphes, des titres, des listes et ainsi de suite. Donc on a un certain nombre d'options pour gérer le contenu de cette page. Donc c'est pas une façon optimale bien sûr de gérer ça. Donc c'est un casse-tête chinois pour mettre en page tout ça, donc et avoir un design donc tel qu'on le souhaiterait sur notre site internet. Donc d'où l'utilité d'avoir ce qu'on appelle des page builders. Donc c'est des extensions justement qui ont commencé à être de plus en plus utilisés depuis 2011 et avec l'un des plus utilisés en tout cas jusqu'à dernièrement, Visual Composer. Donc utilisé moi-même pendant pas mal de temps avant que je switch vers Elementor. Donc justement, ces constructeurs de pages vont me faciliter justement tout le travail que je vais faire. Et au lieu d'aller justement donc éditer ma page avec l'éditeur classique de WordPress, je vais pouvoir le faire d'une façon visuelle. Donc surtout pour Elementor, je vais pouvoir le faire d'une façon visuelle et justement pouvoir éditer chaque bloc comme ça de façon visuelle. Ok, donc avant de se lancer directement, avant d'attaquer votre site web, vaut mieux aller avec une certaine démarche. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait au sein de notre agence? Par exemple, on va aborder le projet de refonte ou de construction d'un site internet sous différentes phases. Donc la première phase, on va d'abord définir le besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ce site web. Est-ce que c'est un site web vitrine pour présenter notre activité? C'est un magasin, c'est une boutique en ligne, et ainsi de suite. Donc on va justement définir l'objectif de notre site internet. On va par exemple faire la recommandation stratégique par rapport au choix technologique, quoique 90% des cas on va aller sur WordPress, en tout cas pour notre agence, mais justement on va aller d'abord choisir en fonction du besoin qu'on doit et de l'objectif qu'on doit atteindre, aller choisir la bonne technologie et identifier l'ensemble des exigences. Donc en fonction de la complexité ou justement de la simplicité du projet, on va sauter certains éléments, par exemple un livrable qu'on a l'habitude de donner pour les grands projets, le référentiel d'exigences. C'est tout simplement un document, on va noter toutes les exigences que veut le client pour son projet. Donc en fonction de la simplicité ou la complexité du projet, on va choisir de le faire ou pas et de passer directement à la deuxième étape. Donc là, la deuxième étape, c'est un vrai, même si on est soi-même en train de faire un site internet, c'est un exercice à faire justement. Donc on va justement, il faut se poser et essayer de détailler au maximum le rubricage qu'on veut mettre en place. Donc on peut le faire tout simplement sur un bout de papier, sur un fichier Excel, ou utiliser des outils de mind mapping. Vous pouvez mettre sur Google Mind Manager ou Mind Mapping et on vous proposera plein d'outils pour faire ça, gratuit et payant, les deux, en ligne ou installé sur votre machine, et mettre, comme on peut le voir ici sur cette image, mettre le détail justement de toutes les rubriques qu'on veut mettre sur notre site internet. Comme ça, on a une vision claire dès le départ sur les types de contenu dont on aura besoin, qu'on va mettre en place sur notre site,
et aller les préparer justement. Donc sachez que la plus grande difficulté pour faire un site web, c'est pas la partie technique. D'ailleurs, l'objectif de cette formation, c'est de vous montrer comment le faire sans justement coder, mais c'est le contenu, c'est la préparation des différents contenus, c'est de préparer différentes images, différents textes, des descriptifs et ainsi de suite. Et donc c'est la vraie justement raison des fois du retard d'un projet, c'est justement qu'on n'a pas les contenus prêts. Donc une fois qu'on a mis en place notre rubricage, on fait ce qu'on appelle un storyboard. Et donc justement, on va mettre en place, et là encore, vous pouvez tout simplement soit mettre tout simplement sur un papier comment vous imaginez votre site internet. Par exemple ici, on a un logo, par exemple un ad, donc une publicité, une bannière. Ici, ça peut être une publicité interne ou externe. Le menu, donc les différents contenus, donc le titre 1, titre 2, le paragraphe 1, titre 2 toujours, paragraphe 2 et ainsi de suite. Et une autre image. Donc, et on va mettre quels sont les blocs qu'on va utiliser. Donc, c'est comme on est en train de mettre en place ce qu'on dit un storyboard. Donc, soit on le fait sur papier, sur PowerPoint, sur un outil. Personnellement, j'utilise un outil avec une version free et une version donc gratuite et une version premium qui s'appelle Just in Mind, que je trouve justement qui me facilite la tâche énormément, que je trouve intéressant. Et donc ici, j'ai un exemple, par exemple, de homepage d'un magazine, donc d'un site magazine. D'accord? Donc, et une fois que j'ai mis en place l'ensemble des pages, donc le travail de réalisation du site va être beaucoup plus simple. Donc, il suffit d'aller reproduire ces éléments-là qu'on a décidé sur WordPress. Mais le plus gros, si vous voulez, du travail était déjà fait. Donc, la réflexion, le brainstorming, donc on a mis en place les différents blocs, on a imaginé un peu la cinématique de navigation et on a essayé de mettre en place la meilleure expérience utilisateur pour notre visiteur. Donc vous avez sans doute déjà entendu parler du User Interface et User Experience. Donc c'est un peu des mots, donc des expressions, des appellations dans le jargon pour exprimer ce qu'on est en train de faire là avec le storyboard. Donc on va imaginer les interfaces de notre site, notre application et imaginer comment va être la user experience, donc l'expérience utilisateur de notre visiteur. Donc, et lui proposer la meilleure possible à travers des éléments de design, des idées de navigation intéressantes. Donc une fois tout ça prêt, on passe justement l'intérêt, entre parenthèses, l'intérêt d'utiliser ce genre d'outil, c'est qu'on peut simuler en HTML justement cette page-là et la donner au client si vous travaillez ou peut-être la présenter à vos proches, à vos amis pour valider ensemble la navigation que vous avez proposé, donc le type de site internet que vous avez proposé. On a ici une schématisation à quoi va ressembler votre site internet. On peut même y ajouter donc des actions live, donc on peut cliquer et simuler si vous voulez à quoi va ressembler la navigation. Donc une fois tout ça réalisé, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le storyboard de notre site ou notre application, on passe au design. Donc on va colorer si vous voulez tout ça et on va donner à un designer ou on va donc choisir un template dont on va s'inspirer pour le design. Donc l'avantage avec Elementor, c'est qu'il va nous faciliter le passage à cette étape-là et on ne va pas toucher justement au code pour justement construire les différentes pages. Donc dans la phase du storyboard,
l'une des choses justement auxquelles on devrait réfléchir, c'est la structure de notre site internet en fonction de notre besoin. Donc si c'est un site web corporate, si c'est un magazine et ainsi de suite, donc il faut imaginer à quoi va ressembler la structure de notre site internet. Vous avez sans doute déjà remarqué qu'il y a certains sites web qui sont, si vous voulez, on va dire boxés, donc qui prennent pas toute la largeur de l'écran, et d'autres au contraire qui vont prendre toute la largeur de l'écran. Bien sûr, je parle sur le desktop. Et donc ici, par exemple, on a un exemple de site qui va pas prendre toute la largeur. Donc on a ici des sidebars, on a ici si vous voulez, des côtés qui vont être utilisés pour d'autres choses, pour de la pub, pour différents widgets, pour des menus, et ainsi de suite. Donc, donc les éléments principaux de notre site internet. Donc moi, personnellement, quand je vais faire un site corporate, donc un site d'entreprise, je vais essayer de mettre en pleine largeur les éléments de mon site internet. Mais par contre, je commence toujours par mettre en place le header et le footer de mon site, c'est-à-dire l'entête et le pied de page, c'est comme pour un fichier Word. Donc l'entête où je vais mettre mon logo, mon menu et ainsi de suite, et le footer où je vais mettre d'autres liens de mon menu, par exemple donc un élément donc où on peut liker ma page Facebook et ainsi de suite. Donc c'est par là, et donc le header et le footer vont être appliqués sur l'ensemble des pages de mon site internet. Donc ce serait plus judicieux de les mettre en place en premier et les appliquer sur l'ensemble des pages. Donc chose qu'on peut faire grâce à Elementor, on peut venir justement ici sur modèle et theme builder, créer notre modèle, notre header et notre footer. J'ai déjà créé pour mon site, j'ai déjà créé le header et le footer, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc justement, Elementor va me proposer différentes choses à faire donc à construire comme modèle, soit un modèle de page, une section, une pop-up, un header, un footer, ou une page de post par exemple, ou une page d'archive, donc d'une catégorie d'articles, et ainsi de suite. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le header. Donc il me demande de le nommer. Donc on va mettre header test 1. Et je crée le modèle. Donc ce qui est sympathique avec Elementor, c'est qu'il va me proposer des designs déjà faits de header que je peux utiliser. Donc je peux choisir l'un d'eux ou faire carrément mon propre design. Donc par exemple, si je mets en place en fait ce design là, donc il va essayer de me le reproduire. J'ai des éléments vides ici parce que j'ai pas encore mis de logo ni de configuré de menu sur mon site. D'accord? Donc ici j'ai les icônes des réseaux sociaux pour que les visiteurs de mon site puissent accéder à mes pages dans les réseaux sociaux. Donc la facilité que me propose Elementor, donc un tout petit exemple, c'est même la façon, donc la facilité de gérer les espacements donc, que va prendre chaque élément de mon en-tête, donc de mon header. Donc ici, on a un espacement 50-50%. Et je pourrais, par exemple, réduire l'espace que va prendre mon logo pour laisser davantage d'espace à l'élément de droite, ou au contraire, augmenter l'espace que va prendre mon logo et mettre les éléments, les icônes des réseaux sociaux sur un tout petit espace. Donc on a un contrôle absolu sur justement toutes les parties. Donc et on a en fait des colonnes qu'on gère sur des colonnes où on va gérer nos différents contenus.
Donc c'est comme si on travaillait sur des colonnes d'un fichier Excel. Donc imaginons que je veux mettre en place mes réseaux sociaux. Il suffit de laisser uniquement ceux qui existent et aller récupérer par exemple sur Facebook la page que je veux, donc le lien de ma page pour justement la mettre en place directement sur mon site. Donc il suffit d'aller copier le lien et le coller pour que le visiteur puisse cliquer sur l'icône et être redirigé vers justement la page en question. Même chose pour YouTube, il suffit d'aller mettre le lien. Et si on veut ajouter d'autres réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, on va juste aller chercher l'icône de LinkedIn et mettre encore une fois le lien notre page. Et on a les différents éléments. Maintenant, pour le style des icônes, on peut soit les laisser dans leur couleur officielle ou personnaliser. Par exemple, qu'on veut les mettre avec un vert et sur le survol, on les change en bleu, par exemple. On peut les mettre avec un vert et donc la couleur du texte, de l'icône en elle-même, le fond avec un vert et l'icône en elle-même en gris, ou en noir, ou en blanc. Donc moi, je préfère toujours laisser les couleurs officielles des icônes des réseaux sociaux. Ça attire plus l'attention, effectivement, et ça incite plus au clic, donc à l'action. Donc ici aussi, ça récupère automatiquement le logo une fois qu'on l'a mis en place. Aussi par rapport au menu, donc une fois donc ici il nous dit clairement qu'il n'y a pas encore de menu configuré. Donc une fois l'ensemble de la mise en place du design de mon header est terminé, je peux aller publier mon header. Donc là, il me demande quelles sont les conditions d'affichage de ce modèle-là. Donc comme j'ai déjà un header mis en place, je ne vais pas continuer le paramétrage, mais là, par exemple, il me propose de le mettre sur tout le site internet, donc l'entire site, où on peut justement choisir quelques pages où on veut. Imaginons qu'on veut mettre en place deux headers, donc un pour la home page et un deuxième pour l'ensemble des pages internes. Donc je peux laisser le premier en home page et le deuxième sur l'ensemble des pages internes et exclure justement celui-là sur la home page. Donc une page en particulier, voilà, et je vais exclure la home page pour appliquer le premier header. Donc je peux mettre ça en place comme ça. Donc ici on a les conditions d'affichage de mon modèle. Donc comme j'ai déjà un header mis en place, je ne vais pas enregistrer et je vais revenir à l'éditeur WordPress sans enregistrer mes modifications. Donc la même chose va se passer pour le footer. Donc il faut aller justement créer un footer à travers l'outil du theme builder de Elementor test 2 et de la même manière choisir un modèle et de le modifier, de le personnaliser en fonction de ce qu'on veut faire sur notre site internet. Et par la suite, bien sûr, il ne faut pas oublier de donner, donc là par exemple,
je vais sélectionner celui-là, ce design-là. Donc ici, j'ai sélectionné ce design-là, mais par contre, je peux aussi bien donc le construire directement en fonction de ce que je veux y faire. Donc là, par exemple, je vais aller sélectionner tout le bloc donc que je viens d'ajouter et lui donner un background, une couleur de fond. Donc en général, on a les footers sont en couleur foncée. Donc on peut ajouter justement des sections internes donc, au sein de notre section, dans notre bloc principal. Et par exemple ici, on va aller mettre des liens titres. Donc par exemple, on va inciter les visiteurs de notre site internet à s'inscrire à la newsletter. Inscrivez-vous à notre newsletter. Et on va ajouter un champ. Alors on peut aller récupérer certains éléments des designs prêts à notre disposition, donc préfet ici sur Elementor. Donc on peut l'intégrer et faire bouger certains éléments directement sur la place où on veut les mettre. Voilà. Après, on peut supprimer les éléments dont on n'a pas besoin. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'on souhaitait aussi avoir la possibilité qu'un de nos visiteurs like directement notre page Facebook sans pour autant quitter notre site internet. Donc alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter une nouvelle colonne ici dans le footer où on va mettre un extrait, si vous voulez, de la page Facebook pour que les visiteurs puissent la liker directement. Donc, on va justement essayer de le mettre en place. Pour ça, il faut aller télécharger, en fait donc un plugin supplémentaire, donc une extension de WordPress. Et donc, on vient ici sur extension, puis ajouter, et on va chercher l'un des plugins qui font ça, de WP Advanced Facebook Likebox par exemple, pour l'installer directement sur notre site internet. Donc voilà, une fois qu'on met le nom, il va nous chercher en fait le plugin en question. Il faut l'installer et activer le plugin. Donc une fois c'est fait, donc il va nous demander de configurer donc en fait la mise en avant. Donc le titre, on va mettre suivez-nous sur Facebook par exemple. L'URL de la page, on va aller chercher un exemple de page pour mettre l'URL. Voilà. Donc ici j'ai pas pris le reste de l'URL parce que ici il nous propose de compléter le tour en fait des fonctionnalités de la page, donc de l'administration de la page. Donc il suffit d'aller mettre ici l'URL. Donc ici on peut mettre les couleurs de bordure si on veut, et choisir une longueur. Et donc voilà, ici on a un aperçu sur l'ensemble des éléments. Je vais mettre sauvegarder. Donc sur ce plugin, donc le plugin qu'on vient d'installer, l'affichage va se gérer via les widgets. En fait, on va y revenir par la suite. Donc ça, c'est l'ancienne façon de faire de WordPress.
Maintenant, Elementor dispose aussi en fait d'un widget qu'on a utilisé directement. Donc il suffit de venir ici, de mettre Facebook, et on a le widget de gestionnaire en fait, donc qui va nous permettre de gérer la page. Donc ici, on va aller encore une fois copier l'URL et revenir pour justement mettre l'URL de la page en question. Ici, j'ai un aperçu aussi de la timeline, donc du flux d'informations, donc le flux d'actualité. Donc, il faut venir supprimer pour garder que la page. Donc, je supprime la page d'exemple et là, on a la possibilité en fait d'avoir ici aussi donc qu'un visiteur puisse liker directement notre page via notre site internet. Donc vous avez vu que effectivement Elementor nous permet de faire beaucoup de choses sans passer par d'autres plugins, donc qui nous facilitent énormément le travail. Donc mais normalement il aurait fallu donc venir en apparence et sur les widgets et ajouter donc Facebook, donc l'élément en question, donc Facebook Box. Donc on va chercher le widget qu'on veut utiliser. Voilà, donc le voilà. Et on pourrait le mettre sur, par exemple, la section 2 du footer, du pied de page. Et venir enregistrer donc les changements. Ici, on n'en a plus besoin. Donc même l'extension, à vrai dire, on n'en a plus besoin. Donc je vais venir donc la supprimer. Donc, voilà. Et la supprimer parce que justement, j'ai plus besoin de cet élément-là. Donc Elementor me gère de façon native cette fonctionnalité. Donc voilà, j'ai mon footer. Maintenant, comme on a fait pour le header, il faut spécifier les conditions du display. Donc que moi je veux maintenant l'afficher sur l'ensemble de mon site internet. J'aime mieux, donc je préfère ce footer à celui que j'avais fait la dernière fois. Et donc je vais revenir à mes modèles pré-enregistrés, à mon theme builder, et je vais supprimer justement l'ancien footer que j'avais, donc pour ne garder que celui-là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo et laissez-moi vos questions en commentaire. Comme ça, s'il y a besoin, on met en place un webinaire pour répondre directement à vos questions. Merci bien et à la prochaine vidéo.